Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'international. Le monde est en urgence, le monde vit une crise, les images de l'actualité internationale nous le prouvent chaque jour et des pans entiers du patrimoine culturel mondial sont peut-être, au moment où nous parlons, menacés. Un certain nombre de vestiges ont déjà été détruits. Nous avons choisi d'inviter pour cette émission celle qui, d'une certaine façon, est en charge de cette vigilance mondiale. Irina Bokova, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde, en liaison avec RFI et avec le quotidien Le Monde. Nous allons parler de cette urgence avec des menaces, on le disait, qui pèsent sur des vestiges du patrimoine mondial. Vous êtes, vous, directrice générale de l'UNESCO, cet organisme des Nations Unies, donc en charge de l'éducation, de la science et de la culture. On a vu ces images, comme par exemple au musée de Mossoul, de destruction des images, fort difficiles, nous allons en parler. Par rapport à ces vies qui, elles, sont menacées, 250 000 morts, on voit ici ces destructions. Par rapport aux vies humaines, où est l'urgence quand elle est partout, cette urgence ? Je crois que ce qui se passe en Syrie, en Irak, certains autres pays aujourd'hui dans les temps du conflit, c'est un drame, c'est une tragédie, je dirais. Et c'est très difficile aujourd'hui de déconnecter, de dire que la crise humanitaire est d'un côté et de l'autre côté, c'est la destruction du patrimoine. Parce que finalement, la culture, le patrimoine, l'histoire, ça fait partie des identités des peuples, des différentes communautés. Et je dirais qu'aujourd'hui, on comprend ça très bien avec ces images de la destruction du musée de Mossoul, tout ce qui se passe en Nimroud, à Tras, certains autres sites, lieux de culture, de patrimoine. Et je crois que c'est pas un choix pour nous aujourd'hui. Il faut bien évidemment protéger des vies, répondre à la crise humanitaire, mais aussi, parce que c'est l'autre côté de la même tragédie, sauver aussi et essayer de protéger le patrimoine. Alors aujourd'hui, Daesh se trouve à Palmyre, un autre joyau international. Nous allons, avec Sophie Malibaud de RFI et avec Hélène Salon du quotidien Le Monde, bien sûr vous interroger. Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes, même si au moment où nous parlons, il n'y a pas eu de destruction des sites, il y a eu des exactions terribles, des assassinats. Est-ce que les informations que vous avez vous amènent à nous dire qu'il y a également une situation très préoccupante pour Palmyre? Mais bien évidemment, la situation reste très préoccupante parce que je crois que, à part du fait que Palmyre, c'est un joyau, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est au milieu du désert d'avoir un lieu qui est un lieu de partage des cultures, d'influence et assez bien préservé, je dirais, dans certaines parties. Je me souviens parce que je l'ai visité avant la crise syrienne, il y a 5 ans. Bien évidemment, nous sommes très préoccupés parce que nous ne pouvons pas compter sur les déclarations des extrémistes qui disent on va détruire seulement une partie parce que pour nous, ce sont des idoles. On ne va pas aujourd'hui détruire certaines autres parties. Je crois que dans ces circonstances même, s'il y a seulement une statue qui est détruite, c'est déjà une tragédie. Sophie Malibaud, RFI. Malgré tout, quand vous voyez le fait que la ville, les vestiges ne soient pas encore ravagés, on espère qu'ils ne le seront pas, mais pour l'instant, est-ce que vous avez l'impression éventuellement que cette organisation qui essaie d'avoir une propagande qui lui soit favorable pourrait changer d'attitude par rapport au patrimoine culturel? Est-ce que vous pensez que... est-ce que vous avez des attentes de ce côté-là? Comment est-ce que vous analysez la situation? Vous savez, c'est très difficile de passer des jugements sur une telle organisation extrémiste, terroriste. Pour nous, c'est important de les protéger. S'ils changent leur attitude, tant mieux. Je crois que ça appartient à tout le monde. Nous ne sommes pas là seulement de dire que ce sont des extrémistes et dans tout cas de les dénoncer. Je crois que
ça fait partie d'une stratégie déjà qui a différents aspects. C'est piller les musées, c'est brûler les livres. On a vu ça à Mossoul aussi. C'est aussi la destruction du patrimoine par des différentes raisons, arguments. C'est persécuter aussi les minorités. Et après, c'est le trafic illicite des biens culturels aussi pour financer les mêmes activités extrémistes. Alors, c'est beaucoup plus complexe que seulement dire nous allons maintenant préserver un tel ou tel site. Aux côtés, parce que nous avons beaucoup aussi des images faites par les satellites, aux côtés, il y a beaucoup de fouilles qui commencent aussi illicites, archéologiques, et pas seulement là, parce que nous avons déjà pas mal des images avec des trous qui nous préoccupent énormément. Hélène Salon. Quel levier et moyens d'action concrets vous avez pour protéger ces sites dans des zones qui sont aux mains de l'État islamique avec qui vous ne parlez pas, vous n'avez aucun canal de discussion? Vous savez, oui, je dirais, nos possibilités d'agir concrètement sur le terrain sont limitées, sont nulles dans tel cas. Mais je dirais qu'en Syrie, je donne un exemple, parce qu'avec tout le plaidoyer que nous avons déjà fait pour la protection du patrimoine, nous avons réussi pour la première fois, il y a quelques mois, à Alep, d'aboutir à un accord qui était sous l'égide de l'UNESCO sur le terrain, que pour la protection de la mosquée omeyyade qui est endommagée, le coupole est endommagé d'un côté, mais heureusement, dans la totalité, c'est protégé. Et j'ai lancé l'idée avec les Nations Unies, avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Stefano de Mistura, quand il avait parlé, il y a déjà quelques mois, il travaille sur cette piste d'avoir des corridors humanitaires protégés pour la population. D'aussi d'ajouter l'idée d'avoir des zones culturelles protégées. Et nous avons aussi réussi à Bosra récemment aussi d'avoir l'accord de tous les parties prenantes de ne pas toucher le patrimoine. Car dans le cas présent, il faut bien le dire, ce ne sont pas des dégâts collatéraux liés à la guerre, c'est une volonté délibérée de porter atteinte à ce patrimoine mondial. Quelle est la stratégie pour vous? Ça veut dire quoi de s'en prendre à une statue? Alors, il faut rappeler que dans des pays où il y a 250 000 morts, mais s'en prendre à une statue, s'en prendre à un musée, qu'est-ce que l'on détruit? Je crois que ça fait partie exactement d'une stratégie d'une destruction délibérée, systématique même, je dirais. Ce n'est pas collatéraux, comme nous avons vu dans des autres cas. Et ça fait partie de cette stratégie de semer le terreur, de nous choquer aussi, de passer un message qu'il faut supprimer la mémoire. Finalement, c'est la mémoire de toute l'humanité. De nous imposer une autre vision sur le monde, qui est contraire, exactement opposante à tout ce qui nous, comme une communauté internationale, est-ce que certaines œuvres, comme à Mossoul, ont été épargnées, ont été retirées pour éviter qu'elles ne soient détruites? Ou tout ce que l'on voit de brisé, de cassé, ce sont des œuvres originales, ce sont les œuvres? Vous savez, les experts, nous avons parlé avec beaucoup des experts, des spécialistes dans les grands musées et aussi spécialistes sur le patrimoine irakien. La plupart, malheureusement, des statues au musée de Mossoul sont authentiques. Et s'il y a aussi certaines qui sont répliques ou certaines qui sont faites de différentes parties, parce que vous savez, c'est très rare qu'il y a des grandes statues qui sont en totalité préservées. Il y a beaucoup des statues qui sont assemblages des différentes parties de plâtre et tout ça, qui existent dans chaque musée du monde. Il y a de telles statues aussi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fausses. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Palmyre a été prise? Un certain nombre d'observateurs font remarquer que finalement l'armée loyale à Bachar al-Assad n'a pas affronté l'organisation de l'État islamique sur ce terrain-là. Est-ce que vous avez l'impression que le régime en place fait lui aussi ce qu'il peut pour éviter ça?
Vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on ne suit pas les actions militaires exactement. Tout ce que nous avons suivi avec une inquiétude énorme, c'est évidemment l'avancée de Daesh, de ISIL, parce que nous savons que leur stratégie n'est pas de protéger et de préserver. Même quand il avait dit que on n'a pas détruire, on ne va pas détruire Palmyre, ils ont dit nous allons quand même détruire les statues qui pour nous sont des idoles. Alors, et c'est pourquoi on ne sait pas exactement où sommes-nous. Et en plus, nous savons, et c'est très clair, nous avons beaucoup déjà des témoignages que le trafic illicite des différents sites, ils ne peuvent pas nous pas détruire. Son avancée avec la vente d'œuvres d'art. Exactement, c'est ça le grand problème. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Conseil de sécurité, c'est pas par hasard que le Conseil de sécurité a adopté une résolution en février, et nous avons beaucoup travaillé avec tous les membres du Conseil de sécurité de reconnaître aussi que le trafic illicite des biens culturels tombe sur le chapitre 7, comme nous disons, que ça représente une menace pour la paix et la sécurité. Et nous sommes là sollicités et demandés par le Conseil de sécurité, l'UNESCO et Interpol, avec les autres partenaires, de travailler pour stopper ce trafic illicite. Est-ce que vous estimez qu'il y a des torts dans les deux camps vis-à-vis du non-respect du patrimoine culturel en Syrie, ou est-ce que vous estimez que les responsabilités sont uniquement du côté des djihadistes de Daesh? Ah non, c'est partout, hein, la responsabilité, bien évidemment, est partout. Hein. On ne peut pas dire que c'est seulement Daesh. Daesh, c'est la force destructive, je dirais. Mais il faut aussi tenir compte que quand il y a des désordres, je dirais, quand il y a des réfugiés, des millions, des milliers et millions de réfugiés partout, le pillage devient quotidien. Parce qu'on dit que chaque réfugié presque porte dans sa poche une petite statue ou un objet qui est pillé d'une certaine, et ça ne représente pas pour eux voilà, une... Bien sûr. Hélène. Est-ce que la coalition internationale porte aussi une responsabilité? Vous êtes intervenu mardi 2 juin devant la réunion de Paris de cette coalition. Est-ce que vous l'appelez à prendre davantage d'actions? Et je peux aussi vous poser cette question pour la coalition arabe qui intervient au Yémen, que vous avez interpellé sur les risques pour le patrimoine du Yémen. Donc, est-ce que ces coalitions, qu'elles soient internationales en Irak et en Syrie, arabes au Yémen, ont davantage de responsabilités à prendre pour la préservation du patrimoine? Vous savez, nous, notre ambition et notre responsabilité, je dirais, est de sensibiliser dans chaque conflit le besoin de protéger le patrimoine. Et bien, nous l'avions fait en Libye à l'époque, et toujours on le fait en Libye parce que nous avons une certaine inquiétude envers la Libye. Nous l'avons fait en Mali. Nous l'avons fait aussi au Yémen maintenant, et j'ai publié il y a littéralement 2-3 jours aussi une déclaration, encore une fois, appelant la coalition de protéger, parce que Yémen est riche en patrimoine, et spécialement la vieille ville de Sanaa. Il faut absolument le protéger. C'est aussi un vestige de l'architecture urbaine, islamique extraordinaire. Et je crois, et c'est pourquoi je considère que c'était extrêmement important, et je suis très reconnaissante à M. Fabius qu'il m'avait invité de parler de la protection du patrimoine. Il y avait, je dirais, une écoute forte de la part des ministres des Affaires étrangères parce qu'ils partagent exactement cette vision, que le patrimoine, tout d'abord, appartient à toute l'humanité. Ce n'est pas seulement la Syrie et la Libye. Patrimoine mondial de l'humanité. C'est le mondial de l'humanité. Et aussi que ça fait partie de cette crise, de la stratégie et aussi de la réponse, parce qu'il faut répondre aussi aux extrémistes. Par ailleurs, Irina Bokova, s'il y a du pillage, c'est que ces objets ont une valeur et qu'ils se vendent, y compris à l'extérieur des frontières des pays en crise, et donc ils trouvent acheteurs peut-être sur les marchés en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Qu'est-ce qui est fait pour empêcher ces acheteurs de se procurer ces... Oui, je crois que c'est une juste question. Tout d'abord, parce que j'ai laissé vous la montrer, tout d'abord, le Conseil international des musées, qui est nos partenaires, nous avons lancé lundi
au Louvre, au musée du Louvre, la liste rouge qui est adaptée parce qu'il avait actualisé une autre liste rouge sur le patrimoine irakien publiée en 2003. En Syrie maintenant, et en Irak, oui. Et en Syrie, en Irak. En Syrie, on avait publié en 2013 et c'est un fort utile instrument. Excusez-moi, pour nos auditeurs, ce sont des brochures qui détaillent... Voilà, ça sont des types d'objets. Ce ne sont pas, je dirais, une liste exhaustive de tous les objets, mais ce sont exactement le type des objets culturels, archéologiques qui peuvent se trouver dans le marché et qui sont interdits d'être vendus sur le marché. Et grâce à ces listes, si vous me permettez de dire, parce que votre question est très importante, grâce à ces listes, je mentionnerai par exemple l'Afghanistan. Grâce à ces listes, seulement entre 2007 et 2009, et nous avons évoqué récemment ces données, on a pu trouver seulement sur l'aéroport de Heathrow à Londres 3,5 tonnes d'objets de patrimoine culturel qui étaient trafiqués de l'Afghanistan à travers des différentes routes qui étaient retournées aussi au Musée national de Kaboul. Madame, peut-être un jour, devant la justice, les auteurs de ces destructions devront répondre. Vous les qualifiez, vous, de crimes de guerre imprescriptibles, comme un certain nombre d'autres méfaits majeurs. Ce sont des crimes de guerre pour vous? Ce sont des crimes de guerre, pas seulement pour moi, parce que moi, je suis convaincue que ce sont des crimes de guerre, mais selon le statut de Rome, la destruction délibérée du patrimoine, c'est un crime de guerre. Et c'est pourquoi j'ai alerté le procureur international, Madame Fatou Bensouda, d'ailleurs comme nous avions fait au Mali, après aussi le pillage, la destruction du mausolée à Timbuktu. Et sur les questions de Mali, elle m'a visité, elle a très bien avancé, elle est presque prête à soumettre tous les documents, toutes les recherches devant le tribunal. Exactement. Et ça sera le premier cas où la destruction délibérée du patrimoine sera aussi sur la table de la Cour pénale internationale. Et de même manière, j'ai alerté aussi pour l'Irak et pour la Syrie. Ce sera pour juger qui? Ceux qui détruisent, mais aussi ceux qui recèlent et qui vendent? Ça, c'est pour ceux qui détruisent. Uniquement. Pour ceux qui recèlent, nous avons déjà une convention de 70 sur le trafic illicite des biens culturels, en général. Le trafic illicite. Maintenant, je crois que quand nous avons déjà la résolution du Conseil de sécurité, nous sommes même plus renforcés de la responsabilité et de la réponse. Et aussi, selon la Convention de 70, chaque pays, et c'est notre aussi devoir, notre responsabilité de travailler avec nos pays membres, chaque pays qui avait ratifié la Convention, il devait aussi introduire certaines mesures législatives dans la loi nationale, certaines mesures pénales, et on l'a fait, et il y a pas mal déjà des convictions. Madame, je posais la question au début de cette émission. On nous fait reproche aux médias, on vous fait reproche d'être plus attentive à ce patrimoine culturel immatériel qu'à la vie de centaines de milliers de personnes. Comment est-ce que vous réagissez ? Vous savez, je sais parce qu'au début de la crise syrienne, quand j'avais commencé aussi à appeler pour la protection du patrimoine, il y avait beaucoup plus, je dirais même des critiques en disant que l'UNESCO n'est pas à l'heure. Mais aujourd'hui, je crois que l'opinion a bien changé parce qu'on voit que la crise humanitaire, ça fait partie de la crise humanitaire parce que la destruction du patrimoine, c'est la destruction des identités des peuples. Et c'est pourquoi si on prend par exemple les Yazidis que j'ai rencontrés lors de ma visite en Irak, je suis allée 2 fois à Bagdad et aussi à Erbil seulement ces derniers 6 mois. Et j'ai rencontré des minorités qui sont persécutées de l'Irak. Et d'ailleurs, la France a pris une initiative extrêmement importante au Conseil de sécurité pour protéger les minorités. Et nous travaillons aussi d'élaborer certaines mesures, certaines idées. Mais si vous enracinez les Yazidis, si vous détruisez leur temple, qu'est-ce que reste de cette minorité ? Mais parfois, le message peut être difficile à entendre. Par exemple, en août 2013, quand vous appeliez déjà à la mobilisation sur le patrimoine culturel, il y avait ces bombardements au gaz contre les populations civiles.
ça occulte un petit peu le message. Oui, quand je dis que nous travaillons pour la protection du patrimoine, ça ne veut pas dire que je considère la protection des hommes, des populations, que non, pas du tout. Je dis seulement qu'il y a une responsabilité qui est confiée à l'UNESCO, qui est très particulière, à mon avis, d'ajouter aussi, sous-voler à ces mesures qui sont prises pour la protection, pour la crise humanitaire aussi, d'ajouter, et ce sont les communautés même qui nous rappellent. Alors, ce sont les gouvernements même, le gouvernement de l'Irak, qui nous demande de faire plus pour protéger le patrimoine. Si vous le voulez bien, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, faire une pause d'actualité, et on se retrouve dans 2 minutes exactement pour parler d'autres thèmes de la mission de l'UNESCO. International, nous recevons aujourd'hui Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, l'organisation, donc l'Agence des Nations Unies, qui est en charge de l'éducation, de la science et de la culture. Nous parlions de la situation très préoccupante actuellement sur des lieux ou sur des pièces majeures de ce patrimoine mondial de l'humanité, que ce soit des musées ou des sites. Question, Sophie Malibaud. On parlait juste avant la pause du fait que les gouvernements vous faisaient appel. Mais Irina Bokova, sur le cas de la Syrie, quels sont vos interlocuteurs en Syrie? Est-ce que vous parlez avec les gens du régime de Bachar el-Assad? En Syrie, on travaille avec la communauté des experts, on travaille avec l'Institut des Antiquités de Damas, on travaille en Alep avec beaucoup des ONG aussi qui s'occupent de la protection. Mais pas avec le régime lui-même. Non, on travaille avec la communauté des experts. Et quand on dit que des statues ont été acheminées de Palmyre jusqu'à Damas, vous pensez qu'à Damas, ces statues sont en sécurité ? Mais nous ne pouvons pas maintenant vérifier. Je prends seulement les mots du directeur du centre de l'Institut des Antiquités, un professeur, je dirais, très respecté. Et pour l'instant, j'ai pas plus d'informations sur Hélène ça. Salon. Oui. Moi, je voulais parler d'un autre volet de cette lutte contre le djihadisme et le terrorisme, c'est aussi l'éducation, parce que vous parlez de leur volonté un peu de façonner les esprits en mentant sur l'islam. Est-ce que l'UNESCO participe à la réflexion sur le renouveau du dialogue religieux, sur l'islam? Si oui, comment ? C'est l'autre question qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, parce que nous considérons que la réponse, et je l'ai dit l'autre jour au ministre des Affaires étrangères lors de la réunion au Quai d'Orsay, il n'y a pas seulement une réponse militaire à l'extrémisme et à Daesh. Il faut engager l'éducation, il faut, je dirais, revisiter les manuels. Lors de mon déplacement en Irak, à Bagdad, il y a 2 mois, j'ai parlé avec le Premier ministre Abadi. C'était lui qui m'a dit: vous nous avez à l'UNESCO beaucoup soutenu dans l'éducation, dans les sciences naturelles, mathématiques, d'ailleurs un programme qu'il avait besoin de le faire. Mais on n'a rien fait sur l'histoire, sur les droits humains, sur certaines valeurs, sur les humanités en général. Et c'est un problème pour beaucoup de systèmes, je dirais beaucoup de systèmes éducatifs. Et nous avons lancé déjà un concept très innovant lors d'un grand forum sur l'éducation pour le futur, l'agenda post-2015 des Nations Unies, la notion de citoyenneté mondiale. Il faut donner les compétences culturelles aux gens. Il faut qu'ils sachent aussi se respecter. Tout d'abord, qu'ils connaissent leur propre histoire, et après l'histoire aussi des autres. Certains droits civiques, c'est extrêmement... Nous avons fait, par exemple, ça en Tunisie. Après le changement, nous avons revisité, et toujours c'est un travail, je dirais, qui continue. Mais l'éducation, à mon avis, est clé pour beaucoup de sociétés, beaucoup de systèmes éducatifs. Mais justement aussi, la lutte antiterroriste a tendance à être instrumentalisée aussi par les gouvernements pour faire des violations des droits de l'homme. Et comment vous pouvez travailler aussi sur cet aspect ?
Mais vous savez, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lancer certaines idées que nous considérons sur les idées justes, de les débattre avec nos pays membres, de les promouvoir. Je crois que c'est très rare que de tels, je dirais, sujets sont instrumentalisés de telle manière. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a une sensibilisation énorme. Il y a beaucoup de sociétés qui s'inquiètent. Moi, j'ai visité récemment Égypte, j'ai été au Caire, au musée islamique, parce que le musée islamique, nous allons aussi reconstruire, nous sommes en train de reconstruire après les attentats. J'ai été sur la marche aussi autour du musée de Bardo. C'était la même inquiétude au Beyrouth. J'ai été en Malaisie. Il y a une inquiétude que la jeunesse aujourd'hui a besoin des valeurs, a besoin de certains repères, a besoin de penser d'une manière beaucoup plus critique et de ne pas être laissé tomber dans les mains des extrémistes. Irina Bokova, on le voit, vos champs d'action sont de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup de chantiers dans le monde entier. Vous êtes aussi bien sur la gestion du patrimoine que sur l'éducation. Mais il y a une question de moyens qui se pose. Vos moyens, ils ont été amputés lorsque la Palestine est rentrée en 2011 comme membre de l'UNESCO à part entière. Il n'y a plus de contribution des États-Unis. 20% du budget, on peut le rappeler. Oui. Un quart du budget, les États-Unis et Israël, c'est un quart du budget en moins. À l'époque, vous pensiez que c'était passager. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui, cette mission ? Est-ce que vous êtes condamné simplement à une sorte de magistère moral, sans moyen d'action ? Mais vous avez raison. Je suis très inquiète. Je l'exprime tout le temps aux pays membres parce qu'il y a beaucoup d'expectations, beaucoup d'expectatives. On nous dit l'UNESCO, et c'est vrai d'ailleurs parce que le monde change, il y a des conflits, on a besoin de dialogue interculturel, on a besoin vraiment de donner, d'appuyer les gouvernements qu'ils cherchent aussi des réponses à ces défis. Nous travaillons toujours avec l'administration américaine pour qu'il recommence le financement à l'organisation qui était suspendue. Est-ce que ça avance ? Vous savez, je crois que l'administration a fait un grand effort. Il continue aussi à surveiller. Mais pas financier, ils ne reviennent pas financer l'UNESCO. Non, ils ne peuvent pas parce que toujours il y a deux lois qui avaient été adoptées dans les années 90. Oui. Voilà, on peut peut-être rappeler, on peut peut-être rappeler pour mémoire que ce budget qui était de l'ordre de 650 millions de dollars est aujourd'hui, vos moyens, c'est 500 millions de dollars au plan mondial pour faire tout ce que nous venons d'évoquer. Vous espérez un retour du contributeur américain ? Oui, j'espère bien parce que nous avons beaucoup de partenaires, nous avons beaucoup de soutien politique en travail. Juste récemment, nous avons organisé aussi une conférence sur le financement du terrorisme exactement avec le sous-secrétaire d'État américain, aussi un secrétaire adjoint d'État. Il y a toujours une volonté de travailler ensemble, mais le problème avec la loi, les deux lois restent. Alors, comment est-ce que vous palliez ce manque d'argent, de moyens ? La bonne nouvelle est que nous avons plus de financement extra-budgétaire. Nous avons aussi des nouveaux donateurs. Nous avons aussi des pays émergents, des économies émergentes qui s'intéressent de plus en plus à nous soutenir. C'est une bonne nouvelle. Nous travaillons beaucoup mieux avec les autres agences des Nations Unies. Je ne dirais pas que ça va résoudre le problème parce qu'il nous faut un financement prévisible, mais je crois que avec les réformes que je mène au sein de l'organisation, couper des coûts administratifs, réajuster... Supprimer des emplois aussi, il a fallu couper des emplois. Oui, absolument. J'ai supprimé 450 postes d'une totalité de 1800, c'est considérable. Il y en aura d'autres à supprimer? Vous avez d'autres plans? Non, je pense pas. C'est, je dirais, la réforme normale. Nous sommes déjà dans une situation plus stable, à un niveau plus bas, mais dans une situation de ce côté-là stable. Mais il faut travailler beaucoup plus. Nous travaillons beaucoup plus avec l'Union européenne. J'ai commencé avec, je dirais, des projets d'un montant de 5 millions. Aujourd'hui, nous avons 60 millions, 5 ans plus tard, et le potentiel est beaucoup plus grand. Nous travaillons beaucoup mieux avec le secteur privé. Alors, il faut être innovant. Mais ces financements extra-budgétaires, vous n'en avez pas la maîtrise. Souvent, ce sont des financements qui sont dédiés à tel ou tel type de projet. Est-ce que ça dépend de l'accord. Il y a ceux qui sont plus, je dirais, plus libres, plus flexibles.
les Nordiques, par exemple, nous avons des projets, financement, les autres sont liés avec certains projets, mais toujours, je dirais, ça va dans la direction de nos programmes. Il n'y a pas quelque chose qui sort hors de programme. Irina Bokova, dans les missions qui sont les vôtres, il y a donc cette défense de la culture et de l'éducation. On le dit, les médias et l'opinion publique sont attentifs à des images comme celle que nous voyons depuis le début de cette émission, de destruction de sites archéologiques. Il y a une autre image, celle de ces jeunes filles au Nigeria qui ont été enlevées. Rendez-nous nos filles, etc. Forte émotion. On a le sentiment qu'ensuite il y a une forme d'amnésie. Où est-ce qu'on en est sur cette priorité extrêmement forte des jeunes filles qui sont empêchées d'étudier ? De toute façon, c'est ma priorité. Ça a été dès le début ma priorité, l'égalité des genres et spécialement l'éducation des filles et des femmes. Et nous avons lancé déjà beaucoup des initiatives. J'ai lancé un partenariat global en 2011. Ces filles, elles sont enlevées, elles disparaissent et elles ne peuvent plus être scolarisées. Oui, le problème aujourd'hui que nous voyons de plus en plus, comme vous dites, attaques contre le patrimoine, contre les écoles, contre les journalistes. Ça fait partie de cette crise, je dirais, humanitaire, de ce cancer. C'est une guerre nouvelle, ça, pour vous ? Oui. Je crois que c'est une guerre nouvelle, c'est quelque chose qui émerge, qui est très inquiétant. C'est sans passé, et ce n'est pas seulement limité en Irak et en Syrie, comme vous dites, c'est aussi en Afrique, Boko Haram, c'est Cameroun, c'est Nigeria, c'est République centrafricaine. Irina Bokova, quand on regarde la situation en Afghanistan, ça a été un endroit au monde où vraiment ce problème d'éducation des jeunes filles qui sont empêchées d'accéder à l'école, etc., a existé du temps des talibans et ça revient maintenant aujourd'hui. Quelle est votre réflexion sur l'impuissance finalement des puissances étrangères à améliorer la situation ? Je crois que tout d'abord, on a besoin d'une volonté politique nationale. La communauté internationale peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas imposer tout ce qui va être... Mais lorsque les pays sont déstabilisés, lorsqu'il n'y a pas de pouvoir légitime, évidemment, et là, on ne peut rien faire. c'est là le problème. Et c'est pourquoi, tout d'abord, les crises mènent à la pauvreté, mènent au développement, c'est clair. Même, il touche le changement climatique, il affecte les vies, il affecte d'une manière très sévère aussi les questions des filles et des femmes. Ce sont les premières victimes. On a vu ça dans plusieurs cas. Alors, il faut, dans chaque, je dirais, stratégie de stabilisation, parlons de l'Afghanistan, par exemple, parce qu'en Afghanistan, l'UNESCO, nous menons la plus grande campagne pour l'alphabétisation et la grande majorité sont des femmes. C'est une campagne, nous sommes dans la 3e étape, 600 000 jeunes, 400 déjà sont alphabétisés, et en plus nous donnons un peu de compétences pour qu'ils puissent après commencer une petite affaire, de faire des choses et trouver un emploi. Mais ça reste le grand enjeu. Je sais que j'ai discuté ça avec le nouveau ministre de l'Éducation d'Afghanistan il y a 2 semaines, lors de notre grand forum de l'éducation. Le nouveau président a mis l'éducation au centre. Je crois que c'est clé pour la stabilité et la sécurité. L'éducation, dans de tels cas, c'est une question de sécurité. C'est un impératif sécuritaire. Ce n'est pas seulement droits humains ou une volonté d'une agence des Nations Unies. C'est la sécurité, c'est la paix future, c'est la stabilité du pays. Finalement, ces opérations extérieures, ces opérations internationales qui arrivent à l'autre bout du monde, par exemple quand la France s'engage au Mali et se retire plus ou moins ensuite, c'est là qu'il faut intervenir. On le voit par exemple les manuscrits de Tombouctou qui ont été ramenés à Bamako aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un espoir pour qu'un jour ils retournent à Tombouctou ? Je montre à nos téléspectateurs, pardon Madame Bokova, et je le dis pour nos auditeurs de RFI, ce passeport que vous donnez à tous les militaires, que ce soit français ou de la force panafricaine, un petit passeport pour rappeler qu'ils doivent aussi préserver ces lieux de culture et de mémoire. Et vous allez également donc contribuer à la reconstruction des mausolées qui ont été détruits.
Oui, nous avons déjà, c'est le passeport que nous avons donné à chaque militaire, à chaque soldat, il y a déjà 3 ans. Et en plus, nous avons déjà reconstruit 4 des mausolées et l'enthousiasme de la communauté à Timbuktu est touchant. C'est extraordinaire tout ce que ça représente pour eux. Mais je crois aussi, si vous me permettez, parce que vous me demandez de culture, de l'éducation, je crois qu'il n'est pas suffisamment pour l'instant de l'intérêt quand il y a de telles situations de conflit, de parler, de financer des projets éducatifs. Que ça doit être partie intégrante de chaque effort pour la stabilité, pour trouver la paix. Nous savons que seulement 2% de tout le budget dans les cas humanitaires est dédié à l'éducation. Et quand on voit les réfugiés syriens, quand on voit tous ces jeunes, les enfants, nous parlons d'une génération perdue. Bien sûr, demain, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces gens qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas un métier, qui ne savent pas quoi faire? Ils seront victimes d'une manière malheureuse aussi aux extrémistes. Irina Bokova, vous venez de le mentionner vous-même, il y a un rendez-vous important à la fin de l'année autour du réchauffement du climat, hein, autour des changements qui menacent aussi ce patrimoine. Pour vous, c'est une autre menace de notre époque ? Absolument, c'est une autre menace. Et vous savez que chez le changement climatique, l'UNESCO a, je dirais, un lien, un impact très, très important parce qu'à travers nos programmes de la science, les réserves de biosphère, il ne faut pas oublier aussi, nous avons plus de 600 réserves de biosphère qui sont parfois des sites marins où se trouvent dans les forêts, dans les parcs qui sont les poumons du monde, par exemple en Amérique centrale. Il ne faut pas oublier que un tiers de notre liste du patrimoine mondial, ce sont des sites naturels. Les grands parcs en démocratique République du Congo, Virunga et le reste sont des sites du patrimoine mondial. Et il faut les protéger. Il n'y a pas de que la les même... monuments, comme on pourrait le penser parfois. Il y a des sites naturels. Non, il y a aussi sûr. des sites naturels. Notre aussi commission intergouvernementale océanographique qui, dans la science sur les océans, l'acidification, tout ce qui est lié avec la pollution, ça a un impact énorme sur le climat. Est-ce que vous êtes optimiste, Irina Bokova, par rapport à la tenue des négociations qui sont en préparation, puisqu'il y aura cette conférence internationale en décembre à Paris, la COP21. Comment est-ce que vous regardez se développer le processus ? Nous ne sommes pas impliqués dans les négociations directes, ce sont les gouvernements, les pays membres, mais bien sûr on suit avec un grand intérêt. Je suis plutôt optimiste. Je sais que aussi le secrétaire général des Nations Unies, avec qui nous avions discuté récemment ici à Paris avec le président Hollande, le déroulement des négociations, plutôt optimiste. Je crois que le challenge, le défi sera le financement, bien évidemment. Et il y a une grande conférence sur le financement de développement à Addis Abeba en juillet et de mettre le lien, je dirais, le synergie entre l'agenda post-2015 qui sera adopté au sommet en septembre à New York. Et c'est un agenda universel, ce n'est pas le classique nord-sud pour tout le monde, lié avec le changement climatique, avec le financement de développement. Et après, je crois que la grande question qui déjà est débattue largement au sein des Nations Unies, c'est la mise en œuvre, c'est le suivi et comment nous allons... Il y a une grande inquiétude du côté des pays en développement. Ils craignent de voir les financements pour la lutte contre la pauvreté remplacés par les financements pour la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que ces financements doivent s'additionner ou est-ce qu'il faut accepter de dire qu'il s'agit de la même question ? Vous savez, c'est un débat vraiment c'est un débat très juste d'un côté et de l'autre côté aussi, c'est un débat qui est nécessaire. Parce que le problème aujourd'hui est qu'il ne faut pas répéter, à mon avis, tout ce que les pays développés ont fait en polluant l'atmosphère. Et même, on voit aujourd'hui que la Chine aussi a pris des décisions de ralentir son développement. Une partie aussi est causée par les enjeux de pollution, de changement climatique. Et le problème est qu'il n'y a pas de frontières ici dans le climat, dans le changement climatique. Il faut absolument
vraiment trouver cet équilibre. D'un côté, bien sûr, de ne pas condamner les pays, la pauvreté, dans la pauvreté. Il y a une responsabilité aussi des pays développés et en même temps, aussi donner la possibilité de ces pays de se développer à travers les énergies renouvelables. Regardez l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le ministre de la Science et de la Recherche de Djibouti les enjeux parce qu'ils ont une initiative de créer un observatoire sous l'égide de l'UNESCO sur le changement climatique et les énergies renouvelables. En Afrique, on peut avoir des énergies renouvelables extraordinaires pour approvisionner l'énergie pour tout le continent. Il y a les moyens, il faut trouver, comme j'ai dit, cet équilibre et cette responsabilité commune. Mais vous-même, à l'UNESCO, par exemple, quand vous devez arbitrer entre des financements pour des programmes d'éducation, par exemple, et puis des financements pour des programmes scientifiques sur le climat, comment vous faites Ah, mais c'est notre conférence générale qui décide. Bien sûr, nous proposons cet équilibre, c'est entre les... Mais bien sûr, nous, toujours, tenons à concentrer, j'appelle, sur les pays les moins développés. Il y a vraiment des pays qui ont besoin d'un financement de nous. Et je crois que tous les débats au sein des Nations Unies autour de l'agenda post-2015, c'est de mettre la priorité sur les pays les moins développés. Si nous voulons, Nations Unies, et y compris l'UNESCO, bien sûr, nous faisons partie de ça, si nous voulons que l'extrême pauvreté, éliminer l'extrême pauvreté, c'est là, je crois, l'enjeu jusqu'en 2030, il faut vraiment aider ces pays-là. Les autres pays, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui sont émergents. Ils ont besoin, bien sûr, de nous, mais ce n'est pas exactement le financement strict. Ils ont besoin de nos compétences, de nos standards, de notre travail normatif, de la formation des cadres, des bons exemples. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et c'est eux qui nous réclament. Ce n'est pas exactement l'argent que nous voulons, le financement, mais donnez-nous votre expérience, votre expertise, accompagnez-nous dans la recherche de nouvelles politiques publiques. Je crois que c'est important. Et là aussi, d'ailleurs, la question de la bonne gestion, de la bonne gouvernance émerge avec toute la force, je dirais, de la responsabilité de ces pays. Irina Delcova, vous êtes donc, on le disait, en charge de l'UNESCO, directrice générale de l'UNESCO, cette agence des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, qui dépend de l'ONU. Il se trouve que votre nom est cité comme possible secrétaire général. Vous êtes sur la liste, vous seriez la première femme à occuper ce poste. On aurait bien envie d'avoir un mot de commentaire sur cela. Bon, le gouvernement bulgare, je suis très honorée que le gouvernement bulgare votre pays, effectivement, porte votre lancé cette initiative, mais je crois que c'est trop tôt parce que c'est une phase de consultation, de voir. Et en plus, je suis tellement concentrée sur le travail à l'UNESCO. C'est forcément ce que l'on répond, madame, mais ce poste vous intéresserait? Oui, bien évidemment. Oui. Et justement, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous imaginez, une ONU, on le voit actuellement très impuissante dans les conflits qui nous intéressent. Il faut réformer l'ONU. Est-ce que vous avez déjà une vision de l'ONU? Je ne dirais pas que c'est impuissante, mais c'est un autre, je dirais, débat, si vous me permettez de le débattre plus tard. Je crois que l'ONU, chaque fois que je me déplace dans une partie du monde qui a des conflits, j'ai été récemment en République centrafricaine. L'année passée, j'ai été au Soudan du Sud. J'ai visité les camps de réfugiés des Nations Unies. Et chaque fois, je me pose la question, s'il n'y avait pas les Nations Unies, qu'est-ce qu'aurait été ici la situation? Je crois que les Nations Unies, vraiment, ont un impact énorme sur tout ce qui se passe au monde. C'est la plateforme large, universelle, Madame Bokova, de trouver les solutions. On peut peut-être le dire différemment. Lorsque des historiens reverront ces images que nous avons montrées ou passées ou qui sont dans nos journaux, on pourra peut-être s'interrogeront-ils en disant « mais qu'a fait l'ONU pendant cette période-là » On peut aussi le dire de cette façon. Mais nous faisons beaucoup. Vous pouvez vous imaginer s'il n'y avait pas les Nations Unies en Syrie. Je ne dis pas du tout que c'est inutile, madame, pas du tout. Ou même, d'ailleurs, c'est pour l'instant, justement, vous trouvez en Syrie même, qu'est-ce que changent les Nations Unies? Si vous parlez du Conseil de sécurité, je crois que c'est une autre chose. C'est une chose politique, de géopolitique. Il faut le réformer avec les 5 permanents. Et si vous parlez de tout ce que nous apportons, je dirais, dans les circonstances extrêmement difficiles à la population, je crois que les Nations Unies sont très, très pertinentes. Mais je dirais généralement, pas seulement ça. Vous voyez, maintenant, nous discutons et nous sommes à la fin d'une période de 15 ans
sur les objectifs millénaires de développement. Et je crois que c'est un travail extraordinaire. C'est un travail qui englobe les efforts des gouvernements, des pays, des experts, et c'est guidé par les Nations Unies. Maintenant, c'est le nouveau projet Agenda post-2015. Il n'y a pas d'autre plateforme. Il y a des fondations, il y a des associations beaucoup plus riches que les Nations Unies. Il y a beaucoup plus fort de ce côté-là. Mais nous sommes universels. Nous sommes, je dirais, crédibles. Encore crédibles pour prévenir les crises, par exemple? Encore crédibles pour les gérer, pour éviter les guerres, comme on l'a cru après 1945? Ça reste un outil adapté? Moi, je crois que nous devons nous investir beaucoup plus. Et c'est pourquoi, même pour l'UNESCO, j'ai dit depuis déjà quelques temps qu'il faut revisiter les menaces de la paix. Nous avons dans notre mandat culture de la paix, qui d'ailleurs est très importante avec les différents composants, à travers l'éducation, à travers la valorisation du patrimoine, le dialogue entre les cultures. Mais aujourd'hui, les conflits ne sont pas, et la culture de la paix ne peut pas être comme avant, parce que les conflits sont différents. Ce sont des conflits à l'intérieur des pays, il faut analyser, parce que c'est, je dirais, cette... la question des identités, des cultures, des différentes communautés émerge aujourd'hui. Comment vivre ensemble? Ça, c'est la grande question qui se pose et qui était négligée, à mon avis, pendant un certain temps. Merci Irina Bokova d'être venue sur le plateau d'International. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'UNESCO, cette agence des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Merci d'avoir été avec nous. Et vous n'avez pas démenti le fait qu'en effet, votre gouvernement, le gouvernement bulgare, porte votre nom pour succéder à Ban Ki-moon, le moment venu. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI et sur celle de TV5 Monde.